j'ai 65 ans et je viens de découvrir que ma propre maison était devenue ma prison. Abonnez-vous. Vous n'imaginez pas à quel point votre soutien compte pour moi en ce moment. Laissez-moi vous raconter comment j'ai perdu puis retrouvé ma voie dans les murs mêmes où j'ai construit ma vie. Il y a 5 ans, quand Henri est mort, notre appartement dans le 15e arrondissement semblait soudain immense. Trop grand pour une seule personne. Les échos de nos rires résonnaient encore dans le salon, ses chaussons traînaient toujours près de la porte d'entrée. Je gardais sa tasse de café sur le comptoir, comme s'il allait revenir la chercher après sa douche matinale. 35 années d'infirmière aux urgences m'avaient appris à faire face aux crises. Mais rien ne m'avait préparé au silence qui suit la mort d'un époux. Ce silence qui s'installe entre les battements de votre cœur, dans l'espace laissé par une respiration qui ne reviendra plus. L'appartement portait encore les traces de notre bonheur. Les disques vinyles d'Henri soigneusement rangés dans sa bibliothèque en chêne. Nos photos de voyage collées sur le réfrigérateur. Le fauteuil en cuir où il s'endormait devant les matchs de rugby. Chaque objet était une promesse tenue, un rêve réalisé ensemble. Nous avions acheté cet appartement en 1985, jeunes mariés pleins d'espoir. 80 mètres carrés au 4e étage, avec une petite vue sur les toits parisiens. Henri disait toujours qu'on finirait de payer l'hypothèque avant la retraite. Il n'a pas eu cette chance. Quand mon fils Thomas a perdu son travail d'ingénieur informatique, mon cœur de mère s'est serré. 42 ans, 2 enfants, une épouse habituée au confort. Les dettes de jeu s'accumulaient. Il avait honte de me demander de l'aide, mais je voyais bien qu'il coulait. Venez habiter ici, leur ai-je proposé un dimanche après le déjeuner. Le temps de vous remettre sur pied. 1 an, peut-être 2. Sandrine, sa femme, a souri pour la première fois depuis des mois. C'est généreux, belle maman. Mais êtes-vous sûre? Nous sommes 4. Cette maison a besoin de vie, ai-je répondu. Et les enfants ont besoin de stabilité. Les premières semaines ont été un tourbillon d'espoir. Lucas, 17 ans, m'aidait à porter les courses. Chloé, 14 ans, faisait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Thomas cherchait activement du travail. Sandrine organisait l'espace avec une efficacité que j'admirais. Mais quelque chose a commencé à changer. Subtilement d'abord. Mes magazines disparaissaient de la table basse. J'ai fait un peu de rangement, expliquait Sandrine avec un sourire. Mes plantes vertes étaient déplacées. Elles seront mieux près de cette fenêtre. Mon siège habituel au bout de la table de cuisine était occupé. Oh, j'espère que ça ne vous dérange pas, c'est plus pratique pour surveiller les enfants. Chaque changement était accompagné d'une explication logique, d'un sourire, d'une considération apparente pour mon bien-être. Comment protester contre tant de prévenance? Les mois ont passé. Thomas a trouvé un nouveau poste, moins bien payé mais stable. Nous avons célébré avec une bouteille de champagne. Encore quelques mois, a-t-il dit, le temps d'économiser pour la caution d'un nouvel appartement. Mais les mois se sont étirés en années. Sandrine avait obtenu une promotion dans son cabinet comptable. Elle travaillait maintenant de chez nous, transformant un coin du salon en bureau improvisé. Ses dossiers s'étalaient sur ma table en bois clair, celle qu'Henri avait fabriquée de ses mains pendant notre première année de mariage. « J'aimerais installer mon bureau dans votre chambre », m'a-t-elle annoncé un matin de septembre. Pas demandé. Annoncé. J'ai levé les yeux de mon café. Ma chambre? Vous pourriez vous installer dans le débarras. C'est plus petit, mais vous n'avez besoin que d'un lit. Et moi, j'ai vraiment besoin de tranquillité pour travailler. Le débarras. Cette pièce sans fenêtre où nous rangions les cartons, les vieilles couvertures, l'aspirateur. Elle voulait que je déménage dans le débarras. Sandrine, c'est ma chambre. Celle que j'ai partagée avec Henri. Son visage s'est durci imperceptiblement. Belle maman, soyons réalistes.
Cette chambre est immense, et vous l'occupez seul. Moi, j'ai besoin d'espace pour travailler. C'est grâce à mon travail qu'on peut contribuer aux charges de cette maison. Contribuer aux charges. Comme si c'était son appartement. C'est ma maison, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Pardon? J'ai dit que c'était ma maison. Elle a ri. Un rire sec, sans chaleur. Bien sûr, belle maman. Mais nous vivons tous ensemble maintenant. Il faut savoir faire des compromis. Ce soir-là, allongé dans mon lit conjugal, j'ai contemplé le plafond que j'avais regardé pendant 30 ans. Henri et moi avions choisi cette chambre ensemble. Les murs couleur crème, les rideaux en lin, l'armoire ancienne héritée de sa grand-mère. Chaque détail portait nos souvenirs. Dans l'armoire, ses costumes pendaient encore à côté de mes robes. Ses livres de jardinage s'alignaient sur la table de nuit. Son réveil continuait à sonner tous les matins à 6h15, une habitude que je n'arrivais pas à changer. J'ai fermé les yeux et j'ai senti son parfum, cette odeur de tabac et d'eau de Cologne qui s'accrochait encore aux oreillers malgré les lavages. « Qu'est-ce que je dois faire, Henri ?» ai-je chuchoté dans le noir. Le lendemain matin, Sandrine avait commencé à vider ma commode. « Qu'est-ce que vous faites ? » J'anticipe le déménagement de vos affaires. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une petite commode parfaite pour le débarras. Mes mains tremblaient. Dans le tiroir du haut, elle tenait la chemise de nuit que j'avais portée pour ma nuit de noces. Un tissu de soie rose que ma mère m'avait offert, soigneusement plié dans du papier de soie depuis 40 ans. Posez ça. Elle a levé un sourcil. Excusez-moi. J'ai dit poser ça. Immédiatement. Pour la première fois depuis des mois, ma voix d'infirmière-chef était revenue. Cette voix qui avait donné des ordres dans l'urgence, qui avait rassuré des familles en détresse, qui avait fait autorité dans les moments critiques. Sandrine a reposé la chemise de nuit, mais son regard s'est fait glacial. « Belle maman, je pense que vous dramatisez. Je veux juste vous aider à vous organiser. Je n'ai pas besoin de votre aide pour organiser mes propres affaires dans ma propre maison. » Le silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits accumulés. Dans le couloir, j'entendais Lucas et Chloé se préparer pour le lycée. Thomas prenait sa douche, inconscient de la tension qui montait. « Très bien, » a fini par dire Sandrine. « Gardez votre chambre. Mais dans ce cas, nous devrons reconsidérer notre contribution aux charges. » Une menace à peine voilée. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Mes pensées tournaient en boucle, analysant chaque interaction des 3 dernières années. Comment avais-je pu laisser la situation dégénérer à ce point? Comment étais-je devenue étrangère dans ma propre maison? Le vendredi suivant, pendant que Sandrine était en réunion et Thomas au bureau, j'ai appelé Maître Dubois, le notaire qui s'était occupé de la succession d'Henri. « Madame Moreau, j'espère que vous allez bien. »« Maître, j'ai besoin de vos conseils. Concernant mon appartement. » 1 heure plus tard, j'étais dans son bureau, face à la vérité que j'avais oubliée, j'étais l'unique propriétaire de l'appartement. Henri me l'avait légué en totalité. J'avais tous les droits légaux de décider qui y vivait et comment. « Vous pourriez leur donner un préavis de départ si vous le souhaitez, » m'a expliqué Maître Dubois. Même sans bail écrit, ils sont considérés comme occupants à titre gratuit. En rentrant chez moi, j'ai regardé l'appartement avec des yeux neufs. Les photos de famille de Sandrine avaient remplacé les nôtres sur les étagères. Ses magazines traînaient sur la table basse. Son parfum imprégnait l'air du salon. Ses enfants, bien sûr, mais sa présence dominait désormais chaque pièce. Thomas était affalé dans le fauteuil d'Henri, celui en cuir fauve où mon mari regardait ses matchs de rugby. Il portait même le pyjama d'Henri, celui que j'avais gardé précieusement dans l'armoire. « Thomas, ai-je dit doucement, ce pyjama ?» Il a baissé les yeux, gêné. « Maman, j'espère que ça ne te dérange pas. »
Sandrine l'a trouvé dans l'armoire. Elle a pensé que papa aurait voulu que je le porte. Papa aurait voulu. Comme si Sandrine connaissait Henri mieux que moi. Ton père détestait qu'on touche à ses affaires, ai-je répondu, la gorge serrée. Allez, maman, ne sois pas sentimentale. C'est juste un pyjama. Juste un pyjama. Cette phrase a résonné en moi comme une gifle. Rien n'était juste quelque chose. Chaque objet de cette maison portait notre histoire, nos souvenirs, notre amour construit année après année. Le dimanche suivant, Sandrine s'est attaquée à la bibliothèque d'Henri. Ces vieux disques prennent une place folle, a-t-elle déclaré en sortant les vinyles de leur étagère. Je connais quelqu'un qui achète ce genre de trucs vintage. On pourrait en tirer un bon prix. J'ai bondi de mon fauteuil. Ne touchez pas à ça. Elle s'est figée, un disque de Django Reinhardt à la main. Ce sont les disques d'Henri. Ils ne sont pas à vendre. Belle maman, soyons pratiques. Vous ne les écoutez même plus. Et nous avons besoin d'argent pour... Pourquoi? Pour rester ici indéfiniment? Pour transformer ma maison selon vos envies. Thomas est sorti de la cuisine, alerté par le ton de ma voix. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme veut vendre les disques de ton père. Il a regardé entre nous deux, mal à l'aise. Maman, si on en a besoin financièrement. Arrête! Le cri est sorti de mes poumons comme une explosion. Arrête de toujours prendre sa défense. Arrête de faire comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Le silence a figé la pièce. Lucas et Chloé nous regardaient depuis l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Maman, a repris Thomas plus doucement, on ne fait que... Vous ne faites que m'y dépeindre. Ma voix tremblait de rage et de douleur accumulée. Vous avez pris ma table, mes photos, mon fauteuil, mes habitudes, mon espace, ma tranquillité. Et maintenant vous voulez prendre les dernières traces de l'homme que j'ai aimé pendant 40 ans. Sandrine a posé le disque avec un soupir théâtral. Belle maman, vous êtes fatiguée. Vous dramatisez encore. Je dramatise. J'ai ri, d'un rire hystérique qui m'a surprise moi-même. Ma belle-fille, laisse-moi te dire quelque chose que tu sembles avoir oublié. Je me suis levée, retrouvant soudain ma stature d'infirmière-chef, celle qui prenait des décisions vitales dans l'urgence. Cette maison m'appartient. Légalement, financièrement, émotionnellement. Chaque meuble, chaque mur, chaque souvenir. Vous êtes mes invités. Des invités qui sont devenus des squatteurs. Thomas a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué. Pendant 3 ans, j'ai regardé ma propre vie disparaître. J'ai accepté vos changements, vos décisions, vos réorganisations. J'ai souri quand vous déplaciez mes affaires. J'ai dit merci quand vous m'expliquiez comment optimiser MON espace. J'ai fermé ma gueule quand vous me traitiez comme une vieille dame gênante dans son propre foyer. Chloé s'est approchée de moi. Grand-mère? Non, ma chérie. Laisse grand-mère finir. J'ai regardé Sandrine droit dans les yeux. Tu veux un bureau? Trouve-toi un appartement. Tu veux vendre des trucs vintage? Vends tes propres affaires. Tu veux gérer un espace selon tes goûts? Achète le tien. Et si nous refusons? Sa voix était devenue dure, menaçante. Alors je consulte un avocat pour une procédure d'expulsion. Et crois-moi, après 35 ans à gérer des urgences, je ne recule devant aucune bataille nécessaire. Thomas semblait avoir rapetissé de 10 centimètres. Maman, tu ne peux pas nous mettre à la porte. Nous sommes ta famille. Justement, Thomas. C'est parce que vous êtes ma famille que cette situation me détruit. J'espérais de la reconnaissance, j'ai eu du mépris. J'espérais de la tendresse, j'ai eu de la domination. J'espérais partager ma maison, j'ai été dépossédé de ma vie.
Je me suis assise sur le canapé, soudain épuisée par cet éclat de vérité. Je ne vous chasse pas. Mais je reprends ma place. Ma chambre reste ma chambre. Mes affaires restent mes affaires. Mes règles dans ma maison. Si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de partir. Sandrine a tourné les talons et claqué la porte de la chambre d'amis. Thomas m'a regardé avec des yeux de petit garçon perdu. Maman, on fait comment maintenant? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri avec tendresse. On apprend à vivre ensemble, mon fils. Vraiment ensemble. Pas avec l'une qui efface l'autre. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. Le réveil d'Henri a sonné à 6h15, comme chaque matin depuis 5 ans. Mais pour la première fois, je l'ai entendu comme une promesse plutôt qu'une douleur. Le lundi matin, j'ai trouvé un mot de Sandrine sur la table de la cuisine. « Belle maman, nous avons réfléchi. Nous respecterons vos conditions, mais nous cherchons activement un appartement. D'ici 6 mois maximum, nous partirons. » 6 mois. Un délai raisonnable pour tout le monde. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Lucas est descendu le premier, l'air gêné. « Grand-mère, je suis désolé pour hier soir. »« De quoi, mon chéri ? » ?»« D'avoir laissé maman transformer ta maison sans rien dire. » J'ai posé ma main sur sa joue. À 17 ans, il comprenait déjà des choses que son père mettait du temps à saisir. « Lucas, tu n'avais pas à me défendre. Mais merci d'avoir ouvert les yeux. » Chloé est arrivée ensuite, me faisant un câlin spontané. « Je suis contente que tu aies crié, grand-mère. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vraiment entendu. » Thomas est descendu le dernier, encore en pyjama, le sien cette fois. « Maman, je te demande pardon. » « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir oublié qui tu étais. Pour t'avoir laissé disparaître dans ta propre maison. » Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, autour de Emma table, dans Emma cuisine, dans un silence apaisé. Dehors, Paris se réveillait sous un ciel d'octobre lumineux. J'ai repensé à toutes ces années d'infirmière où j'étais celle qui prenait les décisions difficiles. Celle qui annonçait les mauvaises nouvelles avec douceur mais fermeté. Celle qui organisait, qui rassurait, qui tenait debout quand tout s'effondrait. Comment avais-je pu oublier cette femme-là? Le soir même, j'ai remis les photos d'Henri et moi sur les étagères du salon. Nos voyages en Provence, notre mariage, nos anniversaires. Sandrine est passée devant sans un mot, mais j'ai vu son regard s'arrêter sur notre photo de noces. « Il était beau, votre mari ?» a-t-elle fini par dire. « Il l'est toujours, dans mon cœur. » Elle a hoché la tête et a disparu dans sa chambre. Le week-end suivant, j'ai mis un disque d'Henri sur la platine vintage. Django Reinhardt a empli l'appartement de ses guitares mélancoliques. Thomas s'est arrêté dans son mouvement, les yeux humides. Je me souviens. Papa nous faisait danser dessus quand j'étais petit. Il disait que Django avait perdu 2 doigts dans un incendie mais qu'il était devenu le meilleur guitariste de sa génération. Que les obstacles pouvaient devenir des forces. Nous avons écouté la musique ensemble, père et fils réunis dans le souvenir du père et Marie. 3 semaines plus tard, Sandrine m'a annoncé qu'ils avaient trouvé un appartement dans le 12e arrondissement. Plus petit mais lumineux, avec une vraie pièce bureau pour elle. Nous déménagerons fin novembre, a-t-elle dit. Je vous remercie pour ces 3 années. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Un remerciement. Simple, sans excuse, mais sincère. Sandrine, ai-je répondu, vous avez aidé ma famille dans un moment difficile. Je ne l'oublierai pas. Elle a souri pour la première fois depuis des semaines. Le jour du déménagement, toute la famille s'est activée dans la bonne humeur. Lucas et Chloé étaient excités par leur nouveau quartier. Thomas semblait soulagé de retrouver son rôle de chef de famille.
Sandrine organisait les cartons avec son efficacité habituelle. En fin d'après-midi, quand le camion a disparu au bout de la rue, je me suis retrouvée seule dans mon appartement. Seule, mais pas abandonnée. Seule, mais entière. J'ai fait le tour des pièces, redécouvrant chaque coin, chaque meuble, chaque souvenir. Dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire et respiré l'odeur des costumes d'Henri. Dans le salon, j'ai caressé sa collection de disques intacts. Dans la cuisine, j'ai préparé un thé pour une personne sans me sentir triste. Le téléphone a sonné. C'était Chloé. Grand-mère, tu ne te sens pas trop seule? Non, ma puce. Je me sens chez moi. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux qu'Henri et moi gardions pour les grandes occasions. J'ai porté un toast à sa photo. Aux femmes qui retrouvent leur voix, même à 65 ans. J'ai bu une gorgée et j'ai souri. Dehors, Paris scintillait sous les lumières d'hiver. Dans mon appartement, dans ma maison, la paix était revenue. 3 mois plus tard, j'ai décidé de reprendre des gardes à l'hôpital. Pas à temps plein, juste quelques vacations pour aider les équipes débordées. La chef de service, qui m'avait connue avant ma retraite, était ravie. Madame Moreau, vous nous avez manqué. Personne ne gère les urgences comme vous. Le premier jour, en enfilant ma blouse blanche, j'ai senti renaître cette femme forte que j'avais été. Celle qui savait dire non. Celle qui prenait des décisions. Celle qui se battait quand c'était nécessaire. Dans les couloirs de l'hôpital, mes collègues plus jeunes me regardaient avec respect. La légende est de retour, plaisantait l'un d'eux. Mais dans ses yeux, je voyais qu'il ne plaisantait qu'à moitié. En rentrant chez moi le soir, fatiguée mais vivante, je repensais à ces mois où j'avais failli disparaître. Où j'étais devenue transparente dans ma propre existence. Thomas et sa famille viennent déjeuner tous les dimanches. Les enfants ont leurs habitudes ici, leurs repères, leurs souvenirs. Mais maintenant, ils me demandent la permission avant de déplacer quoi que ce soit. Ils frappent avant d'entrer dans ma chambre. Ils respectent mes rituels, mes espaces, mes choix. Sandrine et moi avons trouvé un équilibre. Elle ne sera jamais ma confidente, mais nous nous respectons mutuellement. Elle comprend maintenant que l'amour maternel n'implique pas l'effacement de soi. Parfois, le soir, je m'assieds dans le fauteuil d'Henri avec un livre et une tasse de thé. Je regarde par la fenêtre les toits de Paris qui s'endorment. Je pense à cette femme de 65 ans qui a failli perdre son identité par générosité mal comprise. Je pense aussi à toutes ces femmes de mon âge qui s'effacent devant leurs enfants adultes, qui renoncent à leur espace vital par peur de paraître égoïstes, qui confondent l'amour avec l'abnégation totale. L'amour véritable, c'est aussi savoir poser des limites. C'est respecter l'autre, mais d'abord se respecter soi-même. C'est donner sans se perdre. C'est accueillir sans disparaître. Ma maison m'a appris ça. Ces murs qui ont abrité mon bonheur conjugal, qui ont vu grandir mon fils, qui ont accueilli mes petits-enfants. Ces murs qui ont failli devenir ma prison et qui sont redevenus mon refuge. Aujourd'hui, quand je pose ma clé dans la serrure, j'entends encore Henri me dire « Bienvenue chez nous, ma chérie ». Et je lui réponds « Merci, mon amour. Je suis de retour. Chez moi, dans ma maison, dans ma vie, entière et debout. À 65 ans, j'ai réappris que la gentillesse n'est pas de la faiblesse, que la fermeté peut être de l'amour, que dire non peut sauver une relation au lieu de la détruire. Ma bataille pour reconquérir ma maison était en réalité une bataille pour me reconquérir moi-même. Et cette bataille-là, je l'ai gagnée. Le réveil d'Henri sonne toujours à 6h15. Mais maintenant, quand je l'entends, je souris. Parce que je sais qu'une nouvelle journée commence. Ma journée. Dans ma maison. Ma vie que personne ne peut me prendre sans mon accord. Et ça, c'est une victoire qui n'a pas de prix.